Léris, chez l'Harmattan. Voilà, j'ai rencontré Michel Léris en écoutant France Culture, une lecture par Jean-Louis Trintignant du journal de Michel Léris qui était paru à la rentrée littéraire de 1992. Ça remonte. 4 ans plus tard, cherchant un écrivain, je me suis souvenu de cette lecture qui m'avait enchanté. La lecture de L'Âge d'homme, l'ouvrage le plus connu de Léris, m'a fermi dans ma décision d'étudier son œuvre. Le merveilleux était l'un des fils rouges de son œuvre, donc le sujet, il était tout trouvé. Vous allez me demander, pour certains, qui est donc Michel Léris? Eh bien, il est à la fois connu, de nom, reconnu, il est en Pléiade, et méconnu, il est lu modérément. Il a quasiment traversé tout le XXe siècle. Il est né en 1901 et décédé en 1990. Quand il avait une vingtaine d'années, il était très attiré par la poésie et le monde de l'art. C'est dans le salon mondain de son cousin, le musicien Roland Manuel, qui était un élève de Maurice Ravel, qu'il rencontre le poète Max Jacob. Justement, nous en parlions. Ce dernier devient son ami et son mentor. Max le conseille en matière poétique, mais il le décourage aussi, car il lui trouve un talent poétique plutôt médiocre. Ce qui met Léris au désespoir, évidemment. Malgré tout, par Max Jacob, Léris rencontre les jeunes poètes et peintres de sa génération. Chez Jacob, à Saint-Benoît-sur-Loire, dans le Loiret, il rencontre Jean Dubuffet et Roland Tual, qui était un poète aujourd'hui qui n'est plus très connu. Grâce à eux, il accède à l'atelier d'André Masson, le peintre. Et c'est au sein de cet atelier que naît le groupe de la rue Blomet, qui est une rue du 15e arrondissement de Paris, dans lequel il côtoie des poètes et des artistes comme Georges Limbourg, Robert Desnos, Élie Lascaux, Juan Miró. Léris publie son premier recueil de poèmes, Simulacre, dès 1925. Et il passe avec quelques amis de la rue Blomet dans le groupe surréaliste d'André Breton. Pendant 4 ans, il est surréaliste. Mais il quitte le groupe pour rejoindre son ami Georges Bataille, qui venait de fonder la revue Document. Par cette revue, il a l'occasion de faire partie de la mission Dakar-Djibouti, qui a eu lieu entre 1931 et 1933, dont le chef était Marcel Griaule. Griaule, merci. À son retour, Léris publie L'Afrique fantôme, un journal qu'il tenait lors de la mission. Et l'Afrique fantôme déplaît aux ethnologues et surtout à Marcel Griaule en particulier, car Léris révèle que la mission se livrait au vol et aux achats forcés d'objets africains. Aujourd'hui, ça serait très mal vu. Voulant devenir un ethnologue, à plus de 33 ans, il commence des études universitaires. Parallèlement à son nouveau métier d'ethnologue, il écrit des ouvrages autobiographiques comme L'Âge d'homme, 1939, et les 4 volumes de La règle du jeu, qui parurent de 1948 à 1976. Finalement, alors que dans ses jeunes années, il voulait devenir un
poète, au milieu de sa vie, il se fait autobiographe et il est surtout connu pour cet aspect-là. Pour cet aspect-là. Alors, j'ai perdu ma feuille, ah, voilà, excusez-moi. Voilà, ça y est. Michel Hérisse, qui n'était pas croyant, s'est livré à une recherche spirituelle, dont le merveilleux faisait partie. C'est-à-dire qu'il cherche à percevoir sous la réalité sensible un autre monde. Il était fasciné par tout ce qui appartient au mystérieux et à l'étrange. C'est pour cela qu'il s'est intéressé à son enfance, car c'est dans l'enfance que se jouent les premières expériences et se manifestent les productions du merveilleux. Pourquoi? C'est parce que l'enfant découvre des choses qu'il ignorait, que tout à coup il accède à la vérité du monde. Par l'imagination, un jardin broussailleux devient pour lui une jungle. Plus tard, Hérisse récapitulera tous ses souvenirs de l'enfance dans Bifur, 1948, le premier volume de la règle du jeu. Devenu un adulte, Hérisse aura plus de difficultés que dans son enfance pour repérer les manifestations du merveilleux. Car pour revivre des moments de cette qualité, il lui faudra se laver le regard et voir autre chose que la banalité de la vie. C'est au cours de ses promenades et dans n'importe quelle circonstance de la vie qu'il repère les marques du merveilleux. Pour qu'il y ait merveilleux, l'individu doit éprouver de l'étonnement devant un événement qui jaillit. Mais l'étonnement, la surprise, ne sont pas suffisants. Il faut qu'en plus il y ait de l'admiration, c'est-à-dire un mélange de plaisir et d'approbation devant le beau, le bon ou le grand. Cet aspect-là que j'ai décrit est le merveilleux pur, celui qui surprend comme un éclair. Mais Hérisse recherchait aussi un autre merveilleux, son versant sombre, celui des revenants. Dans cette catégorie, nous trouvons l'homme-machine, qui fonctionne sans désir, sans joie de vivre, un peu comme un automate. C'est ce qu'appelle Hérisse l'homme sans honneur. En revanche, l'homme qui a de l'honneur est celui qui a un rapport intime avec le monde. Vivre pleinement, c'est non seulement être en prise avec le monde, mais surtout être en relation avec soi-même, par l'entreprise de la mémoire qui restitue les événements essentiels de la vie et de ce fait donne à l'individu l'impression d'avoir maîtrisé sa vie et non d'avoir réagi mécaniquement aux stimulations de l'extérieur à la manière d'une machine. Les autres formes de revenants sont les morts vivants, appelés zombies dans le folklore haïtien. Ce sont des personnages dans un état intermédiaire entre la vie et la mort. Le zombie est un mort récemment disparu qui est ramené à une vie semi-consciente pour être affecté au travail dans les plantations. Hérisse est intéressé par cette figure symbolique parce qu'il se reconnaît en elle. Lui qui est en sorte zombifié du fait de ses difficultés existentielles. Il craint de devenir lui-même un zombie qui a perdu son pouvoir de décision
donc la perte de son intégrité. Une autre figure qui appartient au merveilleux sombre est le fantôme. La figure du fantôme est particulièrement développée dans le 3e volume de la règle du jeu, Fibrile, paru en 1966. Dans cet ouvrage, il relate sa tentative de suicide en 1957 et, à la suite de son acte, son séjour à l'hôpital. Les malades, comme les soignants, sont assimilés à des fantômes. Mais ces fantômes sont peut-être plus vivants que les vivants de l'extérieur, car les malades déploient une abondante énergie vitale pour rester vivants. Même le personnel est décrit comme des figures surnaturelles, des anges, des archanges, des génies. Déjà, dans l'Afrique fantôme, l'Éris projetait sur ce continent, l'Afrique, sa présence fantomatique et son irréalité face au monde. Dans Frais le bruit, publié en 1976, le 4e volume, le dernier de la règle du jeu, l'Éris remarque que rien dans sa vie n'a été fulgurant, qu'elle a été une succession d'événements disparates, banals, lui qui aurait aimé être touché par la grâce. Et c'est pour cette raison que dans sa jeunesse, il avait choisi la poésie, qui seule, à ses yeux, était en lien avec le sacré et le merveilleux. La recherche de la règle du jeu consistait à trouver dans sa vie un événement majeur qui aurait eu force de loi, selon son expression, pour le restant de sa vie. C'est parce que l'Éris cherchait à meubler le vide qu'il s'est mis à la recherche du merveilleux pour rencontrer un événement qui sort de l'ordinaire, pour illuminer sa vie ressentie comme inutile, vide, terne. Lorsque l'on s'intéresse de manière fervente à un écrivain, ce n'est jamais par hasard. Et l'on finit par percevoir que les questionnements de l'écrivain sont aussi les nôtres. Nous qui nous passionnons pour lui. Dans la lecture, il y a une fonction consolatrice. Lire réconforte. Partager le plaisir de la lecture d'un auteur peut fortifier plus encore. Et c'est pourquoi je suis très heureux d'avoir pu partager avec vous ma passion pour Michel Leiris. Je vous remercie. Si vous avez quelques questions, des remarques, c'est possible. Une question, Didier. Oui. Est-ce que, à ta connaissance, Michel Leiris a collaboré à une autre revue de Georges Bataille, L'Acéphale? Alors, L'Acéphale, il n'a pas participé, il trouvait que c'était un peu ridicule comme... bon, je pense qu'on ne va pas à développer sur Acéphale, mais c'était pas très sérieux pour lui. Donc, il n'a pas participé. D'accord. Mais dans ma thèse que j'ai faite quelques années plus tard, j'ai travaillé sur justement le rapport de Leiris dans toutes les revues dans lesquelles il a travaillé. Et c'est vrai qu'Acéphale, il n'a pas travaillé dedans. Voilà. Mais ça sera pour j'espère, l'année prochaine. Voilà. Une autre question, remarque. Vous avez tout compris. Pourquoi voulait-il se suicider? Alors,
il a voulu se suicider. Alors, je le dis dans mon ouvrage, il essayait de trouver des bonnes raisons pour se suicider. Alors, comme sa femme, Louise Léris, dite Z, était une galériste. Elle avait donc à l'été la belle-fille de Canveller, le grand collectionneur d'art, qui a mis en valeur Picasso et d'autres de cette époque. Donc, a gagné beaucoup d'argent. Lui, il était chercheur au CNRS. Bon, c'était pas mal, hein, mais il gagnait nettement moins, c'est clair. Il était fonctionnaire. Donc déjà ça, c'était une bonne raison. Il avait aussi l'impression d'être arrivé au sommet de sa carrière en 1957 et qu'il n'avait plus rien à prouver. Il était dépressif, il buvait. Il avait plein de problèmes, hein, Michel Léris. Et surtout, moi, c'est mon hypothèse que je dis, il a voulu se suicider sans mourir pour avoir une occasion de raconter son suicide. Parce que pour lui, tout ce qui comptait, c'était l'écriture. On peut dire que la vie, il s'ennuyait dans la vie, mais il en faisait quelque chose à l'intérieur de son œuvre. Voilà, en fait. C'était, je dirais, quelqu'un plutôt de malheureux. Malgré le fait qu'il avait des amis célèbres, il avait Picasso comme copain, des poètes, des écrivains, comme il dit, j'ai des amis qui sont au Collège de France, mais c'était quelqu'un qui n'était pas très heureux. Il a fait une psychanalyse qui n'a pas trop marché, il a essayé le voyage parce qu'il voulait trouver il voulait se sortir de lui-même, mais finalement il n'a jamais réussi à sortir de lui-même. Donc il n'a pas réussi à être lui-même, justement, c'est ça le problème. Bon, il a quand même bien réussi, littérairement et dans son métier d'ethnologue, puisqu'il est un des premiers finalement. Et donc c'est quelqu'un qui a eu une carrière tout à fait bien et qui a beaucoup compté pour les ethnologues, notamment. Et pour tous les autobiographes qui se réfèrent à son œuvre. C'est un modèle. Parce que dans son autobiographie, contrairement à d'autres, il disait jamais qu'il était le plus beau, le plus intelligent. Au contraire, il se dénigrait beaucoup. C'était sa spécialité, le dénigrement. Ce qui est aussi une preuve de modestie, peut-être. Non. Et puis, mais je pense qu'il était aussi très fier de lui. Mais c'était aussi peut-être une pause, peut-être, de se dénigrer continuellement. Parce que lorsqu'on se dénigre, qu'est-ce qui se passe? On dit mais non, t'es très bien. Hein, ouais. Donc c'est un peu. Mais c'est un grand écrivain, un grand styliste. Il a quand même deux volumes dans la collection de la Pléiade. Tout le monde n'y va pas. Hein. Bon, certes, il n'a pas eu le Nobel. Bon, il aurait pu, comme d'autres. Hein. Mais voilà. Mais pourquoi est-il si peu connu du commun des mortels? Parce que je pense que son écriture est assez difficile. Certains l'ont comparé à Marcel Proust un peu, parce que c'est des phrases très longues avec des incises. Il faut suivre, quoi. Il faut être concentré quand même, hein, pour lire Michel Léris. Il a fait quand même des pavés, quand même. L'Afrique fantôme, c'est un truc comme ça, hein, très épais. Et puis sa règle du jeu en 4 volumes aussi représente aussi, je ne sais pas combien de pages, mais beaucoup.
C'était pas facile. C'est pas une lecture facile, je dirais, non. Qui est accessible quand même, mais il faut se concentrer. C'est peut-être pour ça. Et puis surtout, son problème, c'est qu'il est décédé. Donc en 1990, donc, juste après, il a eu une série de publications nouvelles grâce à Jean Jamin, qui était son exécuteur testamentaire, qui est décédé au mois de janvier 2022, qui a été mon professeur. Et c'est grâce à lui qu'il est revenu, enfin, qu'il est devenu un peu connu, on va dire. Il a eu évidemment des articles dans Le Monde et dans tous les journaux, magazines. Puis après, il a eu une sorte de retombée, malgré le fait qu'il est paru en Pléiade en 2003 et 2014, je crois. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas si lu que ça, parce que, oui, voilà, par exemple Patrick Modiano, sur lequel j'ai travaillé l'année dernière, j'ai fait paraître un livre sur lui. Lui, il publie tous les 2 ans. Il n'est pas mort, donc il est toujours, dans l'actualité, il est lu vraiment. Enfin, il vend beaucoup de bouquins, on peut dire que ça, comme ça, hein, ça tourne autour des 200 000, voire plus, à certains moments. Michel Leiris, il n'est plus d'actualité, il n'y a plus de nouveautés. Il y a 2 ans est parue une correspondance avec Marcel Jouandeau, ça n'a pas dû se vendre beaucoup, c'est assez spécialisé, quoi. Bon. Voilà, je pense que son problème, c'est qu'il est décédé. Voilà. Qui sont décédés et qui continuent à vendre. Hein. C'est vrai, c'est vrai, mais alors peut-être. Oui, c'est sûr, Camus, mais ils sont peut-être plus faciles, puis peut-être aussi ils sont repris par les médias, lui, pas trop. Pas trop. Et puis depuis que Jean Jamin est décédé, je pense que ça n'aide pas non plus. Parce qu'il a fait beaucoup pour Michel Leiris, il en parlait, il a fait des émissions à la télé, non pas à la télévision, enfin, il a fait un documentaire sur lui, sur France Culture, il était invité souvent pour parler de Michel Leiris, il a eu des émissions spécifiques, parce que Michel Leiris, il aimait le jazz aussi, et donc Jean Jamin était aussi un grand amateur de jazz. Voilà. On a écrit dans Le Point récemment, le président de la République disait Michel Leiris. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Peut-être que ça va le faire revenir, si notre président dit Michel Leiris. Peut-être. Ça peut être un motif. Les gens certainement suivent. Oui. Michel Leiris connaissait beaucoup de peintres. Sais-tu s'il connaissait ou s'il était ami avec le peintre Nicolas de Staël? Je pense que c'est pas sa génération. Enfin, peut-être c'est ça. Nicolas de Staël a travaillé dans les années 40-50. Oui, t'as raison. Mais sensible il me semble qu'il n'a pas écrit sur lui. Il était plutôt, lui, porté sur Bacon, par exemple. C'est un des plus jeunes, on va dire, évidemment, Picasso et d'autres. Les noms me manquent là, mais de cette génération. Il a beaucoup écrit. D'ailleurs, il a été publié il y a peut-être maintenant une dizaine d'années, tout un volume sur les écrits de Michel Leiris sur l'art. Ouais. Voilà. Oui. Donc, je ne peux pas répondre définitivement sur ta question, je ne sais pas trop. Ce qui manque peut-être, tout simplement, c'est une association des amis de Michel Leiris. Exactement, elle n'existe pas. Il y a un certain nombre d'années, il existait un site sur Michel Leiris. Il a disparu, ou plus précisément, il a été piraté,
parce que lorsqu'on tape michelleris.com, on tombe sur un site qui vend n'importe quoi, mais qui n'a rien à voir avec la littérature. Ça m'a choqué. Non, il n'y a pas de site sur Michel Leiris, ni des amis de Michel Leiris, et je pense que ça manque. Ça pourrait, parce qu'il y a des écrivains qui sont moins connus que Michel Leiris, qui ont leurs amis. Hein. Oui. Il y a des travaux universitaires qui sont actuellement en cours. Des thèses, tu dis? Oui, des travaux. Des travaux, probablement. Moi, oui, il y en a eu deux. Je ne pourrais pas te dire lesquels. Moi, je sais que j'en ai fait un en 2000. J'ai soutenu en 2003, mais il y en a eu, enfin d'autres après moi, hein, certainement. Mais je n'ai pas suivi. Mais je pense qu'il est un de ceux qui sont valorisés par l'université. Oui. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est tout. Oui, c'est déjà pas mal, hein, vous avez bien posé des questions. Ouais. Bon, on peut boire un peu de vin. Voilà, pour, je vous invite à passer à table. Au buffet. Il y a du vin, des jus de fruits et quelque chose à grignoter.